On est dans les années 1910 à peu près, et c'est l'histoire de ce maraîcher qui est un peu la risée de ses amis et du village, car le mot a tourné, et tout le monde sait qu'il n'est pas très très bon en vente et qu'il ne fait pas énormément de profit. Du reste, il fait manger à sa femme et ses enfants énormément de haricots, enfin voilà, de choses qu'il produit lui-même, mais il achète très peu de viande. Il faut savoir qu'à l'époque, la viande, c'était la richesse, c'était un peu comment dire, un signe de richesse. Et généralement, celui qui produisait des haricots allait échanger une partie de ses haricots ou vendait une partie de ses haricots pour acheter de la viande. Bref, il se trouve que notre maraîcher, il n'est pas très très fort en vente, il n'a pas énormément de stock, sa production n'est pas aussi bonne que on va dire que ses collègues maraîchers. Le fait est que ce maraîcher, pendant des années et des années, en fait, il n'a pas vendu toute sa production. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a réinvesti. Il a à peu près mis de côté 50% de chacune de ses productions, donc par saison. Il faut savoir que tu peux produire des haricots plusieurs fois pendant plusieurs saisons dans l'année. Et sa technique à lui, c'était de vendre uniquement 50% et le reste d'en garder une partie pour lui et sa famille, évidemment, et une très grosse partie pour la reproduction, pour les saisons prochaines. Alors qu'en moyenne, les maraîchers de la région gardaient entre 5 et 12% pour les prochaines productions. En fait, lui, ce qu'il avait en tête, c'était de se dire, dans la famille, on est maraîcher de génération en génération. Ça fait plus de 120 ans que c'est comme ça. Et pourtant, il n'y en a pas un d'entre nous qui a réussi à rendre la famille plus riche que ce qu'elle n'était déjà avant. Donc en fait, les générations passent et rien ne change. Donc il s'est dit, c'est certainement que la façon dont on gère le business n'est pas bonne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vendre moins, et pendant une période de plusieurs années, on va avoir énormément de haricots à manger et très peu de viande, et je vais produire énormément. Je vais produire et surtout je vais développer la production. Donc c'était son idée, et en moins de 10 ans, il a triplé son volume de production, allant jusqu'à louer les terres des autres maraîchers pour pouvoir assurer la production et donc vendre plus tard. Voilà, c'était l'histoire de notre maraîcher. Donc bienvenue à toi, tu es sur le podcast des libres entrepreneurs et c'est Mathieu qui te parle. Alors pourquoi je t'ai raconté cette petite histoire en début de podcast ? Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler réinvestissement. Réinvestir ton cash. Comment faire pour réinvestir ton cash ? C'est une très bonne question. C'est quelque chose, moi, qui reste dans ma tête constamment. Voilà, je me dis, comme tu le sais, si tu as écouté les autres podcasts précédents ou si tu regardes mes vidéos de temps en temps sur YouTube, tu sais que je viens d'une famille qui est loin d'être aisée. Et je m'étais dit assez jeune que si j'avais de l'argent, je le réinvestirais directement, je le placerais dans des produits d'investissement qui pourront me rapporter en fait. C'est-à-dire que les bébés que je vais produire, je vais faire en sorte qu'ils créent eux-mêmes d'autres bébés. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet moi qui m'a touché assez jeune. Et donc du coup, j'ai développé plusieurs techniques de réinvestissement. Alors, comme tu le sais, moi je vis de la location saisonnière. Donc, si aujourd'hui tu es tombé sur le podcast parce que tu fais de la location saisonnière, tu dois certainement te créer des revenus, donc avoir une bonne rentabilité, avoir un bon cash flow mensuel. Et donc, si tu le sais, un de mes premiers conseils, c'est de se créer un matelas de sûreté, donc entre 6 mois et 1 an de cash de côté. Mais aussitôt que ce matelas de sûreté a été créé, je conseille de réinvestir, de continuer à réinvestir. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que dans mon garage, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas de Audi Q7, il n'y a pas de Range Rover. Par contre, j'utilise mon argent pour investir dans des véhicules. Alors, j'ai plusieurs techniques de réinvestissement, mais la technique dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, me demande pas pourquoi, j'en ai juste envie, c'est comme ça. C'est le fait que j'ai réinvesti dans des véhicules destinés à la location entre particuliers. Donc tu vas voir, c'est un truc super intéressant. En tout cas, moi, je trouvais ça passionnant assez vite, et donc du coup,
Je vais t'expliquer tout ça dans ce podcast. Donc si à contrario tu n'es pas un loueur en saisonnier, mais que tu as quand même une activité ou que tu as envie d'être entrepreneur, que tu as envie de faire quelque chose, sache que le fait d'investir ou de réinvestir dans cette entre guillemets dans cette activité de loueur de véhicules de particulier à particulier, ça peut se faire à n'importe quel stade de ta vie. Il n'y a pas besoin d'être il n'y a pas besoin d'être un investisseur, j'ai envie de dire, aguerri. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de rentrées d'argent. Ça peut se faire à n'importe quel moment dans ta vie. D'ailleurs, si tu es un débutant, c'est très bien parce que ça peut aussi te permettre de créer un petit pécule, tu vois, et de te mettre de l'argent de côté grâce à cette activité. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là, peu importe. Mais disons que moi, j'ai plutôt fait l'inverse. Je me suis dit, bon, j'ai du cash qui rentre tous les mois, je m'occupe de mon activité, elle est plutôt bien partie, et je me dis, cet argent, je vais le diviser en pourcentage. Donc par exemple, 20% que je vais investir sur mon PEA, 20% que je vais investir dans ce business de voitures de location de particulier à particulier, un autre peut-être 5% que je vais investir dans les crypto-monnaies, et vice-versa. Donc tu vois à peu près là où je veux en venir avec cette histoire de réinvestissement. L'idée, c'est tout simplement de mettre ton argent à contribution, de faire en sorte que cet argent, il soit tout le temps en train de travailler, qu'il ne s'arrête jamais. Parce que très clairement, quand tu as investi ton temps ou ton argent dans la location saisonnière, ou dans une autre activité, peu importe, et qu'à la fin du mois, tu as ton cash flow qui rentre, qu'il est sur ton compte, une fois que tu as tes 200, 300, 500, 600 euros de revenus mensuels sur ton compte, quand il reste sur ton compte, cet argent, il arrête de créer de la valeur, on est d'accord. Du reste, s'il est sur ton compte, il est en train de perdre de la valeur, cet argent. Alors ok, il y a une sécurité, tu vas pas perdre la totalité de ta valeur, mais disons que par rapport à ce qu'il vaut entre le moment où il rentre sur ton compte et le moment où tu vas l'utiliser, soit pour acheter quelque chose, soit pour réinvestir ou quoi que ce soit, tout le temps en fait où il reste à stagner sur ton compte, ton argent il perd de la valeur. Donc voilà, elle est là toute la philosophie. La philosophie, elle est de se dire, cet argent, c'est des employés pour moi, et chaque euro est un employé, et chaque employé doit travailler dur pour moi. Je veux que cet employé me rapporte de la valeur. Voilà. En gros, tu es l'entreprise, l'argent c'est ton employé, et ton employé doit te créer de la valeur. Donc je te l'ai dit, pour faire cette activité de location de voiture de particulier à particulier, n'importe qui pourrait le faire, d'accord ? Donc si toi, à ce moment, au moment où tu écoutes ce podcast, tu es un débutant, ou tu es un investisseur, ou bon, peu importe, tu peux le faire, d'accord ? Le seul truc qu'il va te falloir éventuellement, c'est le permis, donc ça c'est un truc important, et un petit peu de cash pour démarrer, parce qu'il faut quand même acquérir au minimum un véhicule. Donc moi, il faut savoir que j'avais un véhicule pour commencer déjà. J'avais mon véhicule perso, mais que je n'utilisais plus déjà depuis quelques temps. Donc du coup, je l'ai mis à contribution. En fait, j'ai fait le test et j'ai vu qu'il y avait de la demande. Donc j'ai tout simplement inscrit mon véhicule sur ces sites. J'ai commencé par Drivey, drivey.com, et ensuite sur Wecar. Et puis je me suis inscrit sur d'autres plateformes, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait qu'en fait 2 plateformes sur le marché français qui vraiment fonctionnaient et pouvaient être rentables. Et donc du coup, je suis maintenant à plein temps sur Drivey et sur Wecar. De toute façon, je te mettrai les liens dans la description. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu saches ? La seule chose que tu dois savoir, c'est cette activité, elle répond à un besoin, d'accord, de gens qui ont besoin d'un véhicule. Donc mon premier véhicule me rapportait de l'argent tous les mois sur les plateformes, donc je me suis dit qu'il y avait certainement de la place pour un autre véhicule, voire même 2. Donc avant d'acheter mon premier véhicule, j'ai fait une fausse annonce pour voir un petit peu si je pouvais répondre aux besoins de la clientèle qui était existante. Et donc entre le moment où j'ai mis mon premier véhicule et le second véhicule, il y a environ 7 mois qui se sont écoulés. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en 7 mois, il y avait un peu plus d'une centaine de voitures supplémentaires sur la plateforme. Je parle de Drivey là. Donc 100 véhicules de plus en 7 mois, c'est le temps qu'il m'a fallu donc pour rajouter un véhicule à mon parc. Donc c'est très simple, j'avais déjà les loyers de la location saisonnière qui rentraient, j'ai pris une partie de cet argent, plus l'argent que j'ai fait avec mon premier véhicule sur cette plateforme, et j'ai acheté un second véhicule qui est plus familial, parce que pour le coup mon véhicule à moi c'était, d'ailleurs c'est toujours une citadine, et donc du coup je réponds à une partie de la clientèle en leur proposant une citadine, et une autre partie de la clientèle en leur proposant un véhicule un peu plus haut de gamme, un peu plus familial. Donc voilà, ils peuvent prendre le véhicule pour faire de l'autoroute, partir en vacances, ce genre de choses. Donc en gros, j'ai 2 véhicules qui travaillent pour moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
sans que je m'en occupe. Je vais expliquer pourquoi je dis sans que je m'en occupe du tout. Donc pour moi, c'est du 100% délégué et ces véhicules me rapportent ça dépend des mois, mais je dirais en moyenne entre 300 et 450 euros par véhicule par mois. Grosso modo, mais ça peut varier encore une fois, ça se joue, voilà, il faut considérer les vacances scolaires éventuellement, la météo, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis tout simplement le trafic dans la ville où tu es, hein. Je dis pas que ce genre de choses, ça fonctionne partout. Mais disons que si la ville dans laquelle tu es, elle fait plus de 50 000 habitants, qui a une gare et qui a un aéroport à moins de 2 heures, il y a largement la possibilité de louer un véhicule à plein temps. Donc alors comment faire pour gérer cette petite activité, on va dire à côté de ce que tu fais déjà. Par exemple, si tu fais de la location saisonnière comme moi et que tu t'en occupes parce que tu en vis, tu n'auras pas le temps de t'en occuper. En plus de ça, moi je suis très loin de la ville où les voitures sont en location, donc il n'y a vraiment pas moyen que je sois présent pour les gens qui arrivent et qui repartent, le véhicule, regarder si tout va bien, etc. etc. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai quelqu'un sur place qui travaille pour moi et qui prend une partie, donc qui prend une sorte de salaire, on va dire forfaitaire sur le nombre de locations qu'on fait. Donc moi dans ma poche tous les mois il y a environ 400-450 euros qui tombent, donc il est à peu près à 45% du bénéfice, même si ça varie parce que des fois j'ai besoin de lui pour tout simplement changer les pneus du véhicule ou s'occuper de la révision, etc. Et donc dans ce cas là il prend un petit billet en plus, mais en bref, je paye ma tranquillité comme ça, j'ai 2 véhicules qui sont finis de payer et qui me rapportent un loyer mensuel de 450 euros par mois. Donc comme je te disais tout à l'heure, ça peut varier, mais en gros ça fait quand même un investissement beaucoup moindre qu'un appartement pour me rapporter autant, si ce n'est pas plus, certains mois en termes de cash. Par contre, s'il y a un point qu'il ne faut surtout pas négliger, et je suis obligé de te le dire parce que là tout le monde veut dire c'est bon, c'est parti, c'est l'Eldorado, etc. Ce n'est pas l'Eldorado étant donné que les véhicules, contrairement à l'immobilier, eux ont tendance à dévaloriser en fait, tout simplement. Hein. Un véhicule, ça perd de sa valeur tous les ans, tous les mois, enfin voilà. Ça prend de l'usure du kilométrage, enfin voilà. Au final, l'immobilier, lui, il a plutôt tendance à prendre de la valeur avec le temps, alors que les véhicules, c'est différent. Mais encore une fois, moi je fais pas ça je fais pas ça dans l'idée de me dire ok, c'est un business que je vais faire grossir jusqu'à voilà. J'ai pas d'idée en fait sur ce que je vais faire avec ça. C'est juste une façon pour moi de recycler l'argent que je gagne et faire en sorte que ça crée de la valeur supplémentaire pour moi. Tout de suite maintenant, j'ai 2 véhicules qui sont gérés à 100% par quelqu'un, donc je prends je te l'ai dit tout à l'heure, de l'argent tous les mois. J'aimerais bien réinvestir dans 1 ou 2 véhicules supplémentaires, mais je ne pense pas créer une entreprise, on va dire, autour de ça. En parlant d'entreprise, moi j'ai quand même pas mal de retours par rapport à ça. Hein. Je t'en parle pas juste basé sur ma propre expérience, d'accord ? Je t'en parle parce que j'ai eu aussi des retours. Alors j'ai commencé moi cette activité en 2015 parce que j'avais déjà les loyers de la location saisonnière qui me permettaient d'investir dans un véhicule supplémentaire. D'ailleurs au passage, j'en profite pour dire que ça m'a quand même coûté de l'argent parce que il a fallu à certains moments faire des réparations sur les véhicules parce que les véhicules, c'est pas des véhicules qui sont tout jeunes, donc il faut quand même faire ce genre de choses un peu ennuyeuses, de changer la courroie de distribution et tous ces détails ennuyeux. Mais bon, je te passe les détails par rapport à ça, juste pour te dire qu'il y a quand même... voilà, c'est pas genre je mets le véhicule sur un parking, les gens arrivent, ils repartent et voilà, on n'en parle plus. Tu crées de la richesse, ok, mais il y a quand même, faut quand même, même si t'es pas présent, il faut quand même que tu t'en occupes un minimum. En tout cas, intellectuellement, il faut savoir qu'il y a quand même des choses à savoir. Bref, moi j'ai quelqu'un qui s'en occupe dans tous les cas, et qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, je voulais te parler des gens qui avaient fait la même chose éventuellement ou qui l'avaient fait à un niveau supérieur. Alors, la première personne à qui je pense, c'est Neissa. Qui est une amie, investisseuse, entrepreneuse, qui fait de la location saisonnière aussi, qui a récemment investi dans la colocation. Elle fait tout un tas de choses, elle fait aussi de la bourse, de crypto-monnaie. C'est pareil, c'est quelqu'un qui est avide de création de valeur et elle s'est diversifiée aussi dans la location de voitures de particulier à particulier. Et donc, chose relativement intéressante, c'est qu'elle a un parcours un peu similaire, où elle avait donc du coup son véhicule perso, donc qu'elle a mis en location, étant donné qu'elle avait la possibilité de le faire avec ses horaires, etc.
Ensuite, elle avait un second véhicule, il me semble qu'elle a mis en location. Elle a décidé de racheter un véhicule supplémentaire. Donc à ce jour, elle a 3 véhicules. Si je ne me trompe pas, mais elle me corrigera, elle mettra en commentaire ou elle m'enverra un message pour me dire si j'ai raison ou pas. Mais je crois qu'elle a 3 véhicules qui lui rapportent environ 300 à 400 euros par mois par véhicule. Donc on est sur quelque chose de similaire. Je crois qu'elle est Paris Intramuros. Voilà. J'ai mon ami François, lui, qui est un investisseur reconnu, que si jamais tu me suis sur ma chaîne YouTube ou sur la page Facebook, ou bon, peu importe, si tu me suis, tu dois certainement déjà avoir entendu parler de François Denis, qui a fait le test avec son véhicule, parce que lui, c'est un investisseur, disons qu'il a tout son temps, quoi. C'est un investisseur lifestyle, hein, François Denis, donc il n'a pas besoin de son véhicule. Son véhicule, il est en location. Il a fait le test et pareil, bon, lui, il est ravi. Il a commencé, je crois, il y a déjà quelques mois. Et ça lui rapporte pareil 4 à 500 euros par mois. Là, on est dans le sud de la France, dans une ville d'un peu plus de 200 000 habitants. Plus récemment, la dernière personne que j'ai converti, on va dire, à faire ce genre de réinvestissement de son argent, parce que en même temps, je suis en train de me dire que le véhicule, quand il dort dans le parking, quand tu l'utilises pas, c'est comme laisser ton argent sur ton compte en banque. Du coup, tu perds quand même de l'argent quelque part. Le véhicule, il vaut mieux qu'il tourne, même s'il prend des kilomètres, au final, c'est quand même, ça te rapporte, quoi. Donc ma voisine, ce que je disais, qui travaille en centre-ville et qui a un véhicule en centre-ville, donc du coup elle ne l'utilise que très rarement les week-ends quand elle décide de partir. Je lui ai dit de le faire et voilà, elle prend alors c'est un véhicule un peu plus difficile à louer parce que c'est un véhicule un peu haut de gamme, de marque allemande. Et donc du coup elle fait quand même attention, elle est obligée de filtrer beaucoup les demandes, mais elle prend quand même 200 à 300 euros par mois, voilà, en le louant la semaine. Et elle a toujours son véhicule disponible les week-ends parce qu'elle arrange son calendrier pour. Et donc je trouve ça très intéressant, donc on est toujours dans l'économie collaborative, donc ça c'est un point super important à mes yeux, hein. Moi je suis fan de ça, voilà. Et donc du coup ça aide des gens qui sont dans le besoin, et toi personnellement, ça crée de la valeur. Donc il y a un espèce d'échange de valeur comme ça qui est fait, et je trouve ça super sain. Dans un autre type d'investisseur, il y a Romain. Alors Romain, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais c'est quelqu'un que j'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux là dernièrement, qui fait partie d'un groupe d'entrepreneurs, voilà, dont je fais partie aussi. Et Romain, lui, il est en région parisienne. Et Romain, il a pareil. Alors lui, il a fait le test. Je crois même qu'il a un blog. Alors par contre, je le connais pas. Là, je suis désolé. Je fais une mauvaise promo pour toi, Romain, si tu écoutes ce podcast. Mais Romain, je crois même qu'il a un blog où il parle de ça. Donc si jamais tu vas sur Google et que tu tapes location de voiture, blog, etc. entre particuliers, je pense que tu risques de tomber sur son blog. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le test. Je me rappelle plus, mais bon bref, j'avais vu une de ses vidéos. Il avait fait le test avec une vieille Mégane. Je sais pas si t'as souvenir de ça, une Mégane qui a 20 ans, quoi. Tu vois, une Mégane grise un peu coupée. Il a fait le test avec cette voiture, ça lui a rapporté de l'argent tout de suite, et du coup, quelques temps plus tard, je ne saurais pas quand te dire, il a fait comme moi, il a acheté un véhicule plus familial pour répondre à un autre type de clientèle, certainement, tout comme moi. Et du coup, il a acheté un Scénic, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois bien que c'était un Scénic. Et donc du coup, bref, Romain, il a commencé comme ça, et aujourd'hui, au moment où je te parle, donc je te fais ce podcast, on est en mai 2018, il a une vingtaine de véhicules qui tournent pour lui. Il fait 10K de revenus mensuels, donc 10 000 euros de chiffre d'affaires, autant pour moi. Je crois qu'il disait de chiffre d'affaires. Donc 10 000 euros de chiffre d'affaires avec 20 véhicules en région parisienne. Donc il a créé tout simplement sa petite entreprise de location de véhicules. Sauf qu'au lieu d'être un professionnel, les véhicules sont... où les véhicules sont neufs, ils arrivent directement du garage et ils sont changés récemment, bah lui, il vend son service à des particuliers qui sont dans le besoin, avec des véhicules peut-être un peu plus anciens, mais des véhicules différents. Donc il a certainement une gamme de choix en termes de véhicules qui est assez large. Et donc voilà, donc c'est aussi un moyen. Donc moi je te parle de cette activité en termes de réinvestissement, mais ça peut être tout simplement un investissement, ça peut être une création d'entreprise, tout comme Romain. Du reste, ça me fait penser à un couple d'amis qui a pour projet d'acheter 10 véhicules d'un coup, et pour ça, je te donne l'info comme ça, si
si ça te traverse l'esprit. Pour ce faire, ils ont tout simplement monté un dossier avec, donc ils ont été se renseigner du coup pour 10 véhicules donc chez un concessionnaire. Je crois qu'on part sur des véhicules neufs là pour leur projet à eux. Hein. Donc pareil, ils sont proches de la région parisienne et ils voudraient monter une entreprise. Et donc pour ce faire, il leur faut un crédit. Donc ils ont été, donc comme je te disais tout à l'heure, chercher le prix des véhicules, chercher le coût, donc combien ça va coûter tous les mois de faire tourner cette entreprise. Donc il y aura des frais éventuellement de réparation, des frais courants. Il faut certainement un bureau pour gérer toutes les entrées, les sorties, etc. Et donc c'est un projet de couple et c'est un projet de création d'entreprise. Donc c'est aussi pas mal. Pourquoi pas. Donc je pense que s'ils ont estimé qu'ils pouvaient commencer avec 10 véhicules, ça veut dire que 10 véhicules c'est suffisant pour faire travailler 2 personnes à plein temps et leur créer des revenus suffisants pour vivre en région parisienne. Donc voilà, c'était juste un petit feedback par rapport à ça. Mais en gros, si jamais tu te poses la question combien tu peux gagner en mettant ton véhicule ou en achetant un véhicule donc pour réinvestir ton cash avec la location de véhicules de particulier à particulier, je pense que tu peux estimer entre 300 et 500 euros si tu loues dans une ville qui fait plus de 200 000 habitants. Maintenant, il faut aussi que ton véhicule, ça soit un véhicule grand public. Pourquoi je te dis ça ? C'est très simple. Tu regardes quel type de véhicule est en location chez les professionnels ou même chez la concurrence des sites tels que Drivey ou Wika, et tu verras que c'est tout le temps le même genre de véhicule, donc c'est-à-dire des 5 portes avec 5 places, généralement des diesels, généralement des couleurs sombres, parce que oui, il y a même l'histoire des couleurs qui rentrent en ligne de compte. Bref, voilà, il y a une sorte de liste de voitures, on va dire médium, qui sont propices à ce genre d'activité. Donc tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est le Scénic, la Clio, la Mégane, enfin voilà, ce genre de véhicule. Moi, j'ai l'impression d'être revenu à l'époque où je travaillais pour Renault, parce que là, je dis carrément des noms de Renault. Mais bon, je pense qu'il y a l'équivalent chez d'autres concurrents, tels que le Picasso, ou je sais pas, je dis des bêtises là, mais j'y connais. J'ai pas l'impression d'être très très bon en voiture là. Mais enfin bon, tu l'as compris. Moi, j'ai pas dans l'idée de m'acheter une belle voiture tant que j'ai la possibilité de faire fructifier mon argent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un beau jour, j'aurai certainement l'envie de me faire plaisir, de m'acheter un petit jouet, un petit bijou, une belle caisse, tu vois, je sais pas, une Aston Martin. Moi, j'aime bien les voitures anglaises, donc une Aston Martin, ça me ferait un peu rêver, tu vois. Je dis pas que je les aime pas, mais disons que c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de faire fructifier l'argent. Et cette activité, elle correspond vraiment à mon état d'esprit parce que j'ai l'impression de faire de la location saisonnière de voitures, un peu, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je trouve que c'est quand même c'est un beau rappel et c'est vraiment dans mon état d'esprit. Donc moi, je me sens très à l'aise avec ça. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est pas forcément dans leur nature de louer leur bien parce qu'ils ont une affection personnelle par rapport à leur bien matériel. Et donc ça, mais bon, après, là, on part un peu dans des délires un peu psychologiques de savoir est-ce qu'on est attaché à un bien matériel, oui ou non, ce genre de choses. Moi, par exemple, je ne le suis pas. Je suis sûr que je pourrais vivre très très bien avec 3 fois moins que ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, mais disons que les véhicules, en tout cas, de la façon dont je vois cet investissement, cette activité, c'est exactement comme l'investissement dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'il faut avoir un intérêt pour les choses, mais je pense qu'il faut se détacher sentimentalement des choses. Donc moi, ma voiture, si jamais demain je la loue et que quelqu'un la casse et que je dois la mettre à la poubelle, c'est pas grave, on la jettera, on la mettra à la casse et on en rachètera une autre similaire, enfin voilà. Mais dans l'idée, il n'y a aucun sentiment entre moi et le matériel, et je pense que pour toi, si tu veux vraiment réussir dans l'investissement et dans le réinvestissement derrière pour ne pas perdre la valeur de l'argent que tu as déjà gagné, c'est d'éviter de mettre des sentiments. Donc si aujourd'hui tu me poses la question quel type de voiture je devrais acheter pour réinvestir mon cash que j'ai déjà fait sans prendre trop de risques, je te dis achète un véhicule pour lequel tu n'as pas de sentiments. Ensuite je te dis regarde la liste des véhicules qui se louent bien, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de miracle. Mais va pas mettre des sentiments. Si par exemple t'aimes les Fiat 500, tu vois, je te dis une connerie là. Les Fiat 500, si tu les aimes beaucoup et que tu aimes la couleur rose, va pas acheter une Fiat 500 rose.
Parce que ça va certainement être très difficile à louer. Déjà d'une, parce que c'est une Fiat 500 et que c'est une toute petite voiture et que ça va se louer uniquement en centre-ville. Et aussi le fait que si tu l'achètes rose, ça va certainement plaire qu'à une seule partie de la clientèle. Et donc du coup, tu vas te fermer la porte à pas mal de clients, tu vois. Qui a envie de louer la voiture une Fiat 500 rose, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc alors évidemment, il faut que tu saches combien ça va te coûter. Donc pour savoir combien ça va te coûter, c'est très simple. Il faut que tu fasses, quand tu choisis ton véhicule, il faut déjà que tu essayes de partir sur un véhicule qui a une chaîne de distribution plutôt qu'une courroie de distribution. Alors ça paraît un petit peu technique comme ça, mais c'est tout con. Quand tu vas voir un vendeur de voitures dans un garage d'occasion ou peu importe, quand tu fais tes recherches, tu tapes sur Google véhicule avec chaîne de distribution. Généralement, les moteurs sont beaucoup plus solides. En termes d'entretien, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que les courroies de distribution, c'est un budget assez lourd sur l'entretien, alors que s'il y a une chaîne, il n'y a pas besoin de la changer, et donc du coup, c'est déjà ça en moins. Ensuite, il faut que tu calcules le prix des pneus tous les X kilomètres, donc je sais pas tous les combien il faut changer les pneus, comme ça, franchement, j'ai pas d'idée, mais si par exemple c'est tous les 20 000 kilomètres qu'il faut changer les pneus, voilà, tous les 20 000, tu dois faire un prévisionnel de combien ça va te coûter pour 4 pneus, par exemple. Combien coûte une vidange. Les vidanges, c'est tous les 20 000 km aussi. Enfin, voilà. T'as compris, il faut que tu te dises un petit peu combien ça va te coûter à l'année, au moins. Ensuite, tu additionnes ça avec le coût de l'assurance, parce qu'il faut que ton véhicule soit assuré, même si le site, lui, te donne l'accès à une assurance pendant les locations, il faut que ton véhicule soit assuré quand même pour toi, à ton nom. Et puis dans un dernier temps, il y a les impôts, évidemment. Je peux pas te parler de tout ça sans te parler des impôts. Même si franchement, la fiscalité a évolué, mais elle est pas non plus super méchante par rapport à ça. Faut savoir que si ça fonctionne pas, tu vas t'en rendre compte assez rapidement, et que si tu fais moins de 300 € avec tes locations par an, tu seras pas imposé. Donc voilà, je crois que la loi, elle dit que c'est exactement 305. Alors attends, je vais aller chercher mes petites notes, elles sont juste ici, voilà. Bon, je prends mes notes et je t'explique tout ça. Donc si tu fais moins de 305 €, voilà, c'est ce que j'avais noté, par an, tu n'auras pas d'impôt à payer. Ok. De toute façon, tout ce que tu vas gagner avec cette activité, ça va être ajouté à tes revenus, à tes revenus tout simplement. Donc si tu as des salaires, ça va être ajouté à tes salaires. Si tu as des rentes immobilières, ça va être ajouté à tes rentes. Maintenant, exactement comme la location saisonnière, ce genre de revenus correspondent à des revenus BIC, d'accord, donc industriels et commerciaux. Donc si tu fais plus de 305 €, dans ce cas-là, tu seras imposé. Donc de 305 € à 7 846 € par an, attention, c'est super précis. Tu as le choix entre le régime micro-BIC et le régime réel que tu connais déjà si tu fais de la location saisonnière. Donc alors attends, petite piqûre de rappel concernant les différentes catégories, donc régime micro-BIC et régime réel, c'est que dans un des deux cas, donc le régime micro-BIC, il y a 50% d'abattement automatique sur ce que tu déclares. Donc tu déclares la totalité, mais tu vas payer 50%. Donc pour 1000 € tu payeras 500 €. Il n'y a pas de calcul en particulier. On ne regarde pas le détail des kilomètres parcourus. On regarde pas les coûts pour l'activité. Alors que le régime réel, lui, c'est, comme son nom l'indique, du régime réel. Donc ça demande quand même un peu plus de temps parce qu'il faut faire un calcul. Donc là, il y a des barèmes à appliquer suivant le nombre de chevaux des véhicules, le nombre de kilomètres parcourus avec le véhicule, donc pour voir quel coût a été engendré par le parcours des kilomètres, et éventuellement les pneus, les vidanges, etc., etc. Donc je pense que si par exemple tu étais dans le cas de Romain qui a 20 véhicules, et que donc du coup tu aurais beaucoup plus d'avantages à déclarer au kilomètre exact à combien t'es revenu cette activité. Je pense que tu serais plus dans le deuxième cas, c'est-à-dire l'option réelle, du régime réel. Donc je vais te lire cet exemple qui est sur le site Drivey, donc qui est accessible sur la page blog.drivey.com, qui nous explique tout simplement que si par exemple tu as fait 500 € de gain et que tu es au régime micro-BIC, suivant ta tranche d'imposition, donc 14% ou 30%, tu sais, ça dépend de combien tu gagnes en fait dans l'année pour que ça te donne ta tranche d'imposition. Disons que la plupart des gens sont à 14%.
Dans ce cas-là, tu paierais 27 € d'impôts supplémentaires. Alors que si tu étais dans la tranche à 30%, bah, tu paierais 59 € d'impôts supplémentaires pour 500 € de gain sur la plateforme. Alors que si tu étais là, au régime réel, donc la deuxième option qui s'offre à toi, là tu devrais appliquer le barème fiscal kilométrique, donc là qui prend en compte les kilomètres que tu as fait avec le véhicule, etc. Comme je t'expliquais juste avant. Et toujours dans le même cas, donc là c'est pour quelqu'un qui aurait fait donc 500 € de bénéfices au régime réel, au final il arriverait en négatif. Donc ça ne lui coûterait pas d'impôt, quoi. Il n'aurait pas à payer d'impôt parce qu'une fois que le barème est appliqué, cela t'amène à 518,60 centimes euros de coût contre 500 € de gain. Donc si tu es en négatif, automatiquement tu n'as pas à payer d'impôt. Bon voilà, tu vas sur le site si tu veux plus d'exemples. Il y a aussi un exemple pour 2500 € de gain. Puis il y a des exemples pour plus de gains encore. Enfin bref, il y a pas mal de choses et c'est assez intéressant aussi de lire les commentaires qui sont sous cet article. Donc je répète, c'est sur blog.drivy.com. Bref, voilà, je t'ai fait un petit topo sur les impôts parce que c'est un truc important, je pouvais pas ne pas t'en parler. Tu connais mon point de vue par rapport aux impôts, il n'y a pas de problème pour en payer. Même si beaucoup de gens se plaignent de la France et de son système d'impôts, c'est vrai qu'il peut être assez opaque à certains moments, mais malgré tout, c'est un pays qui ne nous ferme pas la porte, en tout cas pas encore, à l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment, en tout cas pour la location de véhicules, c'est de l'entrepreneuriat vraiment facilement mis en place, on va dire. Donc voilà, je vois le compteur tourner et je me dis que ça fait quand même pas mal de temps là que je suis en train de te parler de cette histoire. Écoute, c'est un sujet qui me passionne, comme tu peux le remarquer, de réinvestir dans les véhicules de location. Je trouve que ça fait un bel écho à la location saisonnière. Du reste, si jamais tu es intéressé pour connaître les autres points de réinvestissement que j'utilise, il y en a pas moins de 8. J'ai créé une newsletter où justement j'envoie un mail tous les 2 jours et récemment j'ai créé 8 emails, donc un email pour chaque point de réinvestissement où j'explique exactement comment je fais, combien ça me rapporte, etc., etc. Donc si tu veux t'inscrire pour recevoir les emails, c'est tout simple. Tu vas sur le site vive-de-la-location-saisonnière.fr. Je t'ai mis un lien dans la description de ce podcast. Et tu cliques, tu rentres ton prénom, ton adresse email et moi je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Et je te dis à très vite dans un prochain podcast. Je pense que je vais rajouter ces quelques mots à la fin du podcast pour m'excuser auprès de ceux qui attendent un podcast par semaine, parce que je me rends compte que je suis incapable de tenir cette promesse. Donc, merci à toi d'écouter le podcast jusqu'à la fin, et je vais faire en sorte d'en faire plus. Par contre, je ne pourrai pas en faire un par semaine, parce que je ne suis pas capable de tenir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ça t'a plu, pense à t'abonner sur ta plateforme préférée. Je te rappelle que le podcast est disponible sur la plateforme SoundCloud et iTunes Podcast. Et depuis tout récemment, tu as la possibilité de te rendre sur la page de mon site, donc vive-de-la-location-saisonnière.fr/podcast, et tu retrouveras tous les épisodes ainsi que des épisodes bonus, comme par exemple des interviews ou des mini-épisodes où j'enregistre une idée qui vient de me passer par la tête et que je veux partager avec toi. Sur ce, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast.